Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur le livre qu'on a sorti il y a maintenant un peu plus d'un mois, Customer Experience Redesign avec Valérie. On va donc continuer à parler d'expérience client. On en a parlé une première fois pour vous présenter la méthode. Je vais vous la rappeler un tout petit peu après que nos invités se présentent. On en a parlé une deuxième fois pour discuter des challenges, des choix qu'on a fait dans la méthode, entre autres avec Philippe Guillonnec qui nous a relu avec énormément d'attention et qui avait des avis divergents. Donc on a pu diverger, discuter autour de ça. Cette fois-ci, on va approfondir la cartographie de l'expérience client. Pareil, je vais vous la présenter tout à l'heure, dans laquelle on a listé les différents leviers de l'expérience client à travers les différents métiers de l'entreprise. Et cette fois-ci, on va surtout se pencher sur les opérations et les services clients. Et la semaine prochaine, on continuera sur les aspects marketing, communication et vente. Pour parler de tout ça, cette semaine, je suis ravi d'accueillir Valérie, bien sûr, avec qui on a écrit ce livre, que je laisserai se présenter à la fin. Mais avant cela, on a Béatrice Dupuis, Chloé Duval, Frédéric Canvet, Roland Kolchakian, dont on n'a pas la vidéo. Roland, si tu peux l'allumer. Et bien sûr, à la fin, Valérie. Béatrice, si tu peux te présenter pour commencer. Super, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Béatrice Dupuis, j'appartiens au cabinet 37.5. Je suis consultante en culture client et directeur marketing du cabinet. Et j'ai le plaisir d'accompagner des clients quand ils ont des questions sur comment réenchanter ou retrouver du lien et de la proximité avec leurs clients notamment. Super. Chloé ? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Duval. Je suis consultante en marketing et communication depuis plus de 20 ans, auprès de grands groupes comme auprès de PME, TPE. Et je suis consultante pour 1 minute 30, en particulier pour 1 minute 30 sur les sujets autour de la marque employeur et de l'acquisition candidat. Et alors, comme le rappelle Gabriel, j'ai coécrit avec Gabriel un livre de la même collection que celui qu'on vous présente aujourd'hui, sorti en juin dernier et qui s'appelle 3 méthodes marketing pour les RH, où on s'est interrogé sur comment les RH pouvaient appliquer en fait des méthodes marketing à leur sujet, à eux, notamment pour construire leur marque employeur, pour acquérir leurs candidats et aussi pour travailler, pour optimiser leur expérience collaborateur. Je suis hyper fier de l'effet collection, c'est pour ça que je montre les 3 livres en même temps. Ça commence à faire du poids et pas que au sens premier du terme. Et il y a un 4e livre qui sort en février avec Nicolas Delinière de Styles Odyssey, où on va parler de processus de vente. À toi, Frédéric. Bonjour à tous, donc Frédéric Canavette. Je travaille chez Eloquent en tant que product manager. J'ai également écrit plusieurs bouquins, dont un bouquin qui s'appelle Réussir son projet BOT, puisqu'en fait je suis product manager pour tout ce qui est solutions d'intelligence artificielle. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait Eloquent est éditeur de solutions de centre de contact, donc le service client on connaît, et on est également éditeur de solutions d'enquête de satisfaction client, mais aussi collaborateur. À toi, Roland. Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir brancher ma caméra. J'ai un débit qui est très capricieux ce matin, du coup le flux vidéo a sauté. En tout cas, ravi d'être avec vous. Donc, je travaille au sein d'Oracle depuis un petit peu plus maintenant de 8 ans sur une fonction et un poste de spécialiste expérience client, c'est-à-dire que je suis amené à intervenir sur pas mal d'ateliers, de démarches autour de tout ce qui est transformation ou modernisation de l'expérience client au travers de la composante technologique, mais pas que, puisque bien évidemment, on est amené à couvrir des aspects autour de la culture d'entreprise, l'organisation, la composante RH, qui est souvent une composante essentielle, et on aura l'occasion de revenir dessus, et bien évidemment, tout ce qui est relatif à la stratégie et l'identité de marque qui pèse assez souvent dans le fait de devenir ou non une marque expérientielle. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, et merci de m'accueillir. Avec plaisir, Roland. Ça fait plein d'années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, donc c'est toujours un plaisir d'échanger. Valérie ? Donc bonjour, je suis Valérie Vax, co-autrice avec Gabriel du livre Customer Experience Redesign, et je suis ravie aujourd'hui vraiment de faire un focus sur ce qu'on appelle les opérations dont on va parler et le service client qui sont pour nous
des disciplines majeures de l'expérience client. Voilà. Donc, ravi d'échanger avec vous sur ces sujets. Alors, je vais prendre 2-3 minutes pour vous présenter, avant de parler et d'ouvrir le débat, pour vous présenter la méthode si vous n'aviez pas été au précédent webinaire, à travers un petit livre blanc, un petit canevas que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site, qui fait un résumé assez complet de la méthode, donc Customer Experience Redesign, l'expérience client remise à plat. Dans cette méthode, une des caractéristiques, c'est le canevas de l'expérience client qu'on a imaginé avec Valérie, qui permet, donc le Customer Focus Canvas, qui permet d'identifier les clients qu'on veut fidéliser. Et ça, c'est une des vraies particularités de la méthode dont on a discuté lors du précédent webinaire, c'est de se dire qu'on peut pas chercher à fidéliser tous les clients, qu'il faut faire des choix et qu'il faut de facto choisir les clients avec lesquels on veut s'inscrire dans la durée, qui ont le profil idéal pour les services qu'on vend. Et ce canevas va aider à faire cette segmentation à partir de toute l'expérience acquise et accumulée au sein de l'entreprise, vu qu'on est toujours dans des logiques d'intelligence collective, d'ateliers qui permettent de réunir tout le monde autour d'une table, de diverger pour converger et de se mettre d'accord sur les clients qu'on souhaite fidéliser. Donc ce canevas, c'est vraiment la première étape de l'atelier. On y travaille pendant, si c'est sous forme d'atelier, on y travaille dessus pendant 2-3 heures pour comme ça bien rentrer dans l'intelligence collective, dans la compréhension de nos clients et être en capacité, dans une deuxième étape, de formaliser pour le client idéal l'ensemble des interactions qu'il vit et de traduire ces interactions en verbatim. C'est le choix qu'on a fait avec Valérie, de vraiment exprimer des émotions à travers des verbatim, parce que c'est beaucoup plus facile de traiter des problèmes ou des satisfactions exprimées par un client sous forme de phrase plutôt qu'à travers la data qui est pas toujours utilisable directement, même si quand on a de la data disponible, on va bien sûr l'utiliser, ne serait-ce que pour mesurer l'étendue des problèmes ou mesurer les éléments et donner du poids à ces verbatim. À partir de ce travail de formalisation, on est en capacité, avec la matrice d'enchantement, de chercher des solutions aux problèmes et de chercher des occasions de créer plus d'enchantement. Ce que j'aime beaucoup dire sur l'ensemble de ces méthodes, c'est que le fait d'avoir formalisé, d'avoir découpé, d'avoir cartographié ou rendu visible les différentes étapes du parcours, rend la recherche de solutions beaucoup plus simple, parce qu'il ne s'agit pas de faire un plan complet pour traiter des choses complexes. On va traiter au cas par cas, en mode divergence, trouver des solutions à un client qui se plaint d'attendre trop longtemps ses clés, ce genre de choses. Et ça, on peut trouver des réponses simples à des problèmes simples. Je fais du Orelsan. Et puis, dernière étape, une fois qu'on a divergé, qu'on a cherché plein de solutions, on priorise, bien sûr, toujours avec des logiques d'enjeu effort, avec des logiques de retour sur investissement. On va retrouver à chaque fois dans nos méthodos la logique du double diamant de divergence, convergence, divergence sur les clients, convergence sur les parcours clients, divergence sur la matrice d'enchantement, convergence sur le plan d'action. C'est ce qu'on essaye de faire sur l'ensemble de nos méthodes. Je vous laisserai découvrir donc dans ce livre blanc à télécharger le détail du canevas, et je veux conclure avant qu'on attaque les discussions sur notre map de l'expérience client avec les différents services qui contribuent à l'expérience client et les différents leviers qui sont activés par l'ensemble de ces services pour participer à l'expérience client, rendre l'expérience la moins irritante possible et la plus enchanteresse possible. Et donc, dans cette cartographie, nous avons glissé les opérations, le service client, le marketing, la communication et les ventes. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les opérations et le service client. Et la semaine prochaine, aborder tout ce qui est du ressort du marketing, communication et vente. Voilà pour ma petite intro. C'est plus précommandé, c'est commandé, vu que le livre est disponible dans toutes les librairies. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Valérie ? Non, je pense que c'était. On va laisser la parole aux opérationnels sur
le concret. Très bien. Bon, bah, j'attaque avec des petits sondages comme on avait fait la dernière fois, avec le premier sondage qu'on avait déjà vu, mais qui est intéressant pour lancer les choses. Start, et voilà. Qui est responsable de l'expérience client? Là, on va parler en particulier des services, opérations et services clients, mais avant ça, on a voulu poser une question plus large et avec une réponse, elle aussi, plus large, et beaucoup de participants, 815 réponses, pour répondre que toute l'entreprise est responsable du service client. Enfin, est responsable de l'expérience client. Excusez-moi, c'est pas la même chose. Béatrice, tu veux intervenir et commenter ce premier sondage? Avec plaisir, parce qu'on touche à la culture. En effet, l'expérience client, c'est une course de fond, c'est pas un sprint, et c'est une course en équipe et pas individuelle. Donc, ce n'est pas un service, c'est véritablement l'entreprise qui est responsable au sens large. Donc, chaque individu, chaque collaborateur, chaque rôle, chaque compétence participe à créer une expérience client remarquable qui correspond à la promesse. Donc, en effet, ça ne m'étonne pas que ce soit 84% qui se retrouvent dans toute l'entreprise. Frédéric? Ouais, alors c'est tout à fait vrai. Je dirais comme cependant le responsable initial, c'est la direction. On voit très bien chez nous s'il n'y a pas la direction qui s'y met, qui dit pas que c'est plus important ou aussi important ou à un niveau légèrement inférieur au chiffre d'affaires, et ben en fait l'expérience client sera jamais pris au quotidien parce que les gens se diront non mais c'est bien joli ce discours-là, mais en fait ce qui se passe, on me demande de faire du chiffre, on me demande de clôturer des tickets, etc., etc. Et donc ça marchera pas. Donc d'abord il faut avoir l'impact et l'impulsion de la direction générale. 2, ensuite, après, il faut avoir l'impulsion aussi qui est donnée à travers soit en fait un comité. Souvent, ce qui marche très bien, c'est des comités de différents services avec des relais relations clients ou expérience client dans tous les services. Et après, donc bien sûr, après un groupe qui est motivé, un groupe WhatsApp qu'on voit souvent chez nos clients qui marche pas mal entre les spécialistes et les experts de ces différents services-là, avec des comités réguliers, etc. À la fois au niveau opérationnel, mais aussi managériaux, 2 niveaux. Et le troisième point, c'est une fois qu'on a fait ça, et ben justement, il faut faire l'inverse et se dire non, c'est pas Monsieur Expérience Client ou le petit comité qui est responsable de l'expérience client, mais bien l'ensemble de l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui est important parce que autrement, s'ils se disent non mais l'expérience client c'est pas moi, non mais l'expérience client c'est tel service, ça ne passera pas bien. Il faut toujours après que tout le monde soit responsable. Et comme tu l'as dit, la diffusion de la culture client c'est un vrai travail au quotidien. Chloé? Oui, alors je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est toute l'entreprise, mais avec à sa tête la direction qui porte le projet expérience client. C'est pour ça que j'aime bien, pour prêcher pour la paroisse 1 minute 30, c'est pour ça que j'aime beaucoup même les méthodes d'atelier pour réfléchir à l'expérience client ou à autre chose, parce qu'on fait intervenir justement toutes les parties prenantes de l'entreprise, notamment les RH, mais pas que. Il y a le marketing, il y a la communication, il y a le service client. Et il s'agit vraiment de réfléchir tous ensemble à ce qui peut impacter l'expérience client au final. Et moi, pour prêcher pour ma paroisse également, j'ai envie de dire que les RH sont un rouage qui me paraît essentiel et parfois oublié dans l'expérience client. Et pour diverses raisons, on reviendra là-dessus. Et justement, ça m'intéresserait de savoir comment, par exemple, Roland, tu travailles avec les RH sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si Roland est toujours avec nous. Si, je suis toujours là, malheureusement en blackout vidéo, mais je suis là parmi vous et je vous écoute attentivement, bien évidemment. Et donc, Chloé, t'as interpellé. Alors oui, j'ai bien évidemment, merci pour ta question, Chloé. Donc, que dire de ce chiffre? En fait, pour moi, il y a 2 phénomènes sous-jacents. Le premier, c'est que bien évidemment, chacun l'aura compris, il y a une vraie prise de conscience collective sur le fait que l'expérience client est devenue un sujet éminemment transverse et qui doit être porté à l'échelle de l'entreprise. Et forcément, qui aujourd'hui peut être contre l'expérience client? Qui aujourd'hui au sein de l'entreprise peut se montrer désintéressé ou non responsable par rapport à l'expérience client? On n'aura
pas forcément beaucoup de monde qui prétendra le contraire. Et après, le vrai sujet, c'est le gap qu'on arrive à combler entre l'intention et la mise en action, bien évidemment, pour pouvoir rendre tangible cette préoccupation de l'expérience client et de l'ensemble des enjeux qui vont avec à l'échelle de l'entreprise et au sein de l'ensemble des équipes. Et maintenant, comment on réussit effectivement à le mettre en dynamique d'un point de vue RH, l'expérience qui est la mienne et que j'ai pu construire dans le fait d'avoir animé un certain nombre d'ateliers, notamment dans des très grosses organisations sur lesquelles on a énormément de complexité et d'enjeux managériaux qui sont pas toujours évidents, tend à démontrer l'importance d'avoir des groupes de travail extrêmement mixtes qui permettent vraiment de confronter les points de vue, les expériences vécues entre d'une part la perception que peut avoir un management qui, par essence, peut parfois être assez déconnecté des sujets opérationnels, et la façon dont les opérationnels, ce qu'on appelle la frontline client, eux, sont amenés à vivre des interactions clients qui sont pas toujours évidentes. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une espèce de mixité dans des groupes de travail, avec notamment des référents qui permettent derrière de pouvoir faire vivre ces groupes de travail et de répondre à des problèmes en mode agile permet très clairement d'avoir quand même la motivation et la croyance des salariés sur le fait que aujourd'hui ne sont plus seuls et isolés pour traiter, des problématiques d'expérience client. Ce que je voudrais ajouter, Roland, par rapport à ce que tu dis, et c'est vraiment la réflexion qu'on a eue quand on a designé la méthode, c'est de se dire, c'est très bien quand on est une grande entreprise, on peut avoir un maximum de data sur l'expérience client, de KPI, mais même pour une petite entreprise, déjà donner la parole au terrain, savoir en fait ce que ressentent, ce que vivent les employés dans le terrain et recueillir du verbatim client, c'est déjà extrêmement précieux et c'est une des premières sources et toutes les entreprises peuvent avoir cette source de données. Alors, moi j'ai un excellent exemple. Ah, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, Fred, c'était Fred. Alors, en fait, j'ai un exemple en tête qui est vraiment pour moi le meilleur exemple, mais qui est un peu extrême, justement, de l'implication des RH dans l'expérience client au sens large. C'est la société Ikira, qui est une démarche vraiment hyper originale. Je vous ai mis dans le chat le cas. En fait, ils ont fusionné à la fois la division entre le service RH et l'expérience client, et ça s'appelle une division qui s'appelle talent et engagement. Et en fait, on voit bien que la dimension RH doit être mise en même temps pour avoir la grande force de la puissance de l'expérience client, parce qu'ils travaillent à la fois sur l'expérience client et collaborateur, parce qu'ils sont dans un domaine en fait du recouvrement où le client, enfin l'utilisateur et le service client est super important parce que c'est lui qui fait le recouvrement et l'essentiel du service est fait par les personnes. Et donc en fait le service RH à la fois travaille sur le recrutement des bons profils, des bonnes personnes, les fidéliser, les former avec tout un parcours d'onboarding process, d'écoute, de parcours d'étonnement, d'amélioration des process. Et en fait, les clients, les personnes du service client sont en fait à l'origine des améliorations, de dire ce qui va pas. Et comme ils travaillent aussi pour des donneurs d'ordre, ils remontent l'information sur les dysfonctionnements et ils sont vraiment acteurs. En même temps, donc il y a tout un process de formation des personnes qui arrivent dans l'entreprise, parce que souvent ils n'ont pas du tout de notion, et ils ont des systèmes d'ateliers, ils récupèrent les feedbacks clients qui viennent en fait des enquêtes de satisfaction, et au travers de l'analyse sémantique, ils détectent en fait comment les clients disent les choses, quels mots ont de l'impact, et justement qu'est-ce qui fait de l'émotion positive, de l'émotion négative, et ils ont fait comme ça tout un système de formation, et ça a eu un impact vraiment super important. Pour moi, c'est un des meilleurs cas qui existe actuellement, et c'est vraiment un cas extrême parce que tout le monde ne peut pas fusionner ces deux services-là. Souvent, l'expérience client est reliée au marketing ou à la direction générale, et c'est vraiment intéressant, et ils ont remporté justement le CX Award Or de l'expérience client il y a 1 an. Donc, vous pouvez regarder et Ikira. Moi, pour compléter sur ce point de l'expérience client et ce double service expérience et engagement, je trouve que c'est effectivement
la bonne direction parce que il peut avoir une bonne expérience client que s'il y a une bonne expérience collaborateur. Et c'est ce que dit Séverine. Alors, je dirais laisse-moi finir, Frédéric, après je te laisserai commenter. Et c'est ce que dit Séverine aussi, c'est que il y a un gros enjeu sur le personnel en front office qui est en contact avec les clients, qui a des difficultés à répondre aux clients mécontents, qu'il faut former, motiver, orienter. Il y a effectivement tout ce sujet-là, et puis il y a le sujet même avant le service client, et puis on le verra par les sondages suivants, qui est que une entreprise va délivrer un bon service si les collaborateurs sont investis dans la qualité des produits, dans la qualité des services, dans la qualité de la relation. Et pour qu'ils soient investis, il faut qu'eux-mêmes soient satisfaits. Et c'est en cela, après, on va citer la symétrie des attentions de l'Académie des services, mais c'est en cela que cette symétrie est importante parce que des collaborateurs insatisfaits rendront des clients insatisfaits. Frédéric, je te donne la parole. Ouais, alors là, je vois que j'ai le nom de Valérie, mais ça va être une tireur. Je dirais oui. C'est moi qui ai envoyé les messages dans le chat. Je mettrai en parenthèse. Donc, je pense que tu as suivi le mauvais lien. C'est pour ça qu'il y a deux Valérie. Donc, je dirais que tu as 100% raison, Gabriel. Sauf, en fait, quand tout se passe bien. Parce que quand tout se passe bien, en fait, le service client, il a aucun intérêt. Et je donne un exemple, par exemple, de Frishti, qui est assez intéressant parce qu'au niveau de l'expérience client, quand tu commandes chez eux, ils ont vraiment tout un système d'onboarding des clients, de messages, de proximité, qui fait qu'il y a une super expérience client. Amazon, c'est pareil. Tu as une super expérience client. Pourtant, le service client, tu l'as quasiment jamais parce que tu es livré tout le temps. Et les livreurs sont plutôt mal. Donc, le service client intervient quand ça se passe mal. Et c'est très important quand tu as un domaine du service, quand tu as un domaine des produits ou quand tout se passe bien, c'est moins important parce que c'est plutôt le marketing qui va intervenir. Voilà. C'était juste le petit bémol que je mettrais. Je voulais apporter une perspective pour souligner ce qui se passe bien aussi en France et adresser un cocorico. On a la chance, nous, de participer pas mal aux travaux de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Et très honnêtement, depuis ces dernières années, je pense qu'il faut mesurer les progrès qui ont été faits pour parler d'une industrie qui était celle du centre de contact ou des services clients qui était quand même assez décriée, très clairement, sur lesquels on avait des problèmes de management, d'éthique, et l'ensemble des travaux, des mesures, des décisions qui ont été prises pour justement niveler cette profession par le haut, parce qu'on a pris conscience, bien évidemment, que les centres de contact, et c'est un vieux débat, pouvaient très clairement être ce qu'on appelle des centres de profit et pas uniquement des centres de coûts, et qui permettaient d'impacter de façon significative la valeur client, la fidélité, l'attachement à la marque, la qualité de service, le NPS, et j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Mais aujourd'hui, les effets vertueux que l'on peut constater résultent aussi à un moment ou à un autre de la prise d'une conscience d'une profession qui décide de s'organiser, d'investir à la fois sur des aspects technologiques, bien évidemment, qui est aujourd'hui au cœur du sujet que nous adressons en tant qu'Oracle, mais également sur les aspects culturels et formation, puisque pour répondre à Chloé, bien évidemment, ce qui ressort à chaque fois, nous, des travaux que nous sommes amenés à mener, c'est vraiment la composante formation, et qui permet justement de redonner à l'agent les moyens de son autonomie et la capacité à apporter le traitement attendu par le client dans un délai raisonnable et avec un niveau de satisfaction qui ne compromette pas non plus les enjeux de productivité et de rentabilité de l'entreprise, parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, l'expérience client a un coût. Parler de réenchantement, c'est bien évidemment quelque chose qui doit guider les aspects créatifs, mais à un certain moment, on est obligé de revenir à certains rationnels que vous connaissez bien, que chacun ici entre nous connaît bien, qui est effectivement la maîtrise des coûts. Moi, je voulais juste aussi rajouter un petit propos pour finir ce sondage-là et passer au suivant. On parlait tout à l'heure de la direction. Effectivement, c'est la direction qui doit porter le projet parce que par nature, il y a des arbitrages. Ça a un coût, c'est ce que tu viens d'évoquer, et qu'il y a des arbitrages. Moi, j'ai une vision organisationnelle autour de 3 grands process: l'acquisition, l'expérience, tout ce qui a trait à l'innovation et à l'évolution du produit. Et par nature, entre acquisition et expérience, on va pas avoir les mêmes enjeux et on va pas pousser nécessairement pour les mêmes réponses.
l'acquisition qui cherche à faire des sous va pousser par exemple à vendre plus cher si c'est possible, ou à plus interrompre pour réussir à vendre plus, là où l'expérience va travailler à trouver le juste prix qui risque d'être potentiellement un peu plus bas. Je donne des exemples un peu simplistes, mais tout ça pour dire que c'est des arbitrages qui doivent remonter à la direction et qui doivent justement balancer entre acquisition et expérience ces objectifs, pondérer ces deux directions ou ces deux process pour que ça fonctionne bien. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus, mais si ce n'est pas directement le cas, je vous propose de passer au sondage suivant. Juste, je me permets d'intervenir, pour encore appuyer ce que vous venez de dire. En fait, si l'expérience client ne fait pas partie d'un des piliers stratégiques de l'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas pour les raisons que vous avez évoquées. En revanche, c'est vrai que souvent, il y a des arbitrages et un équilibre à trouver avec la partie acquisition, développement du business. Et c'est cette bonne intelligence souvent dont on trouve l'arbitrage ou le pilotage au niveau de la direction marketing stratégique qui permet en fait d'arriver à mener les deux en parallèle et de manière harmonieuse. Si le balancier est déséquilibré, en fait, on peut mettre l'entreprise à risque dans un sens ou dans un autre. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être gagner des clients, mais on les perdra demain en fidélisation. Ou alors, on va les garder en fidélisation, mais il n'y aura plus de nouveaux clients. Donc, c'est vrai que vous avez raison, c'est un véritable enjeu d'équilibre dans la stratégie de l'entreprise. Et c'est une décision et c'est un pilier qui est absolument indispensable de retrouver tout en haut de l'organigramme. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je passe au sondage suivant qui nous a fait ressortir le service client en tête des fonctions qui contribuent le plus à l'expérience client. Et je dois dire qu'avec Valérie, c'est pas directement le choix que nous avions fait en termes de priorité, même si au final, on l'a dit, tout le monde y participe. On voit qu'il y a un vrai consensus autour de l'importance du service client dans le chat. Romain nous dit que d'ailleurs il est tellement important qu'il ne devrait pas être offshore. Et puis on a parlé aussi de la manière dont il est en train de progresser. Et Roland, tu as mis les mots là-dessus. Sur ce classement en termes de contribuer le plus, vous êtes d'accord, pas d'accord? Bien sûr, ça reste arbitraire de dire contribuer le plus quand on a dit que tout le monde y participe. Valérie, tu veux peut-être intervenir là-dessus? Moi, pour le making-of du livre, on a eu un débat parce qu'on n'était pas nécessairement d'accord, Gabriel et moi. Moi, j'avais une vision un peu plus séquentielle, donc qui finalement commençait par la communication ou le marketing. Après, on s'est dit, finalement, classons, on a fait des sondages, on s'est challengé aussi auprès de notre cercle, et on a fait le choix de commencer par les opérations, puis j'entends un écho. Puis le service client, parce qu'on s'est dit en termes d'impact mémorisable sur la relation client et d'intensité des émotions qu'on peut ressentir dans les moments de vérité, eh bien les opérations et le service client étaient effectivement les deux fonctions sur lesquelles les deux disciplines sur lesquelles il fallait commencer. Nous, on a fait le choix de commencer par les opérations. Parce que dans une société de plus en plus e-commerce, il nous semblait important de commencer par tout ce qui était logistique, notamment, et puis de mettre aussi en valeur des fonctions qui peuvent être un peu oubliées dans l'expérience client, qui sont par exemple la facturation, le recouvrement, la prévision des ventes, et qui sont ô combien importantes dans cette logique maintenant de e-commerce, de juste à temps et de commerce omnicanal. Merci beaucoup Valérie. Qui veut compléter je pourrais aussi donner ce un point? exemple qui rejoint exactement ça, puisqu'en fait notre client Bouygues Télécom Entreprise, en fait, il a aussi une très très forte notion d'expérience client qui est vraiment au cœur de l'entreprise. Ça fait partie des valeurs, de la pub, de machin, etc. Et c'est martelé. Et justement, avec Mathieu Melou, je vous mettrai une petite info là-dessus. Il nous a bien dit, à un moment donné, il a du mal à convaincre en fait les autres personnes que la facturation, par exemple, c'était un point sensible. Et donc, il était obligé de faire des enquêtes auprès des clients, leur dire, regardez, il y a X% des gens qui sont pas contents parce qu'ils comprennent pas la facture. Et en fait, les opérationnels disaient, mais non, mais la facture, elle est super simple, ça va très bien, etc. Et il était obligé de leur remontrer les choses. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc important. Et lui, il travaille aussi sur une méthodologie que font beaucoup de gens, mais
pas encore suffisamment de gens. C'est-à-dire qu'en fait, il va mixer les indicateurs de satisfaction avec l'impact business, c'est-à-dire combien de clients tu vas perdre ou alors combien de clients combien de chiffre d'affaires supplémentaires tu vas faire. Et ça, en fait, c'est cette notion de mixer business et en même temps expérience client qui est super importante parce que l'expérience client pour l'expérience client, ça n'a pas du tout d'importance. Et juste avant, je reviendrai juste sur le truc que tu disais, Valérie, le fait que vous ayez mis les opérations en premier, c'est ce qu'il faut faire, puisque je l'ai mis dans les commentaires. Quand ça se passe bien, tu n'as pas besoin du service client. Si tu as bien optimisé tes process, si tu as une bonne expérience client au départ, ça va. Moi, je dis toujours, le service client, c'est quand tout va mal. Et quand tout va mal ou quand tu as beaucoup de gens qui travaillent avec du service. Du recouvrement, je parlais d'Ikera, mais je pourrais parler aussi de Geodis, je pourrais parler d'Allianz et tout ça. Quand il y a du service, la notion de service client, justement, est super importante. Quand il y a des produits, il faut plutôt travailler sur l'excellence opérationnelle. Ouais, c'était ma conviction, je suis d'accord avec toi. D'autres éléments? Roland, tu veux intervenir? Oui, alors effectivement, la mise en évidence du poids qu'occupe aujourd'hui le service client dans ce sondage est assez intéressant à analyser. Donc, si on essaie de prendre une perspective un peu macro, c'est que pour moi, ce chiffre est la résultante en fait d'un phénomène. On a une économie qui est quand même marquée par un phénomène de consumérisation, de servicialisation, de dématérialisation, avec une profusion de produits et de services de plus en plus complexes à utiliser, et tout ceci entraîne, de mon point de vue, c'est un peu l'hypothèse que je fais, une augmentation assez logique des flux vers les services clients. Donc voilà, c'est aussi aujourd'hui ce qui peut expliquer les motifs d'appel, l'accélération de leur fréquence, et qui fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin du service client, ou éventuellement, et ça aussi c'est une autre façon d'aborder les interactions clients, des outils de self-care qui ont quand même beaucoup progressé depuis ces dernières années, à la faveur notamment de tout ce qui est traitement sémantique, analyse des verbatims, analyse des questions, métadonnées. Donc aujourd'hui, on voit que on a quand même des entreprises qui sont très performantes dans le service qu'elles sont en mesure d'offrir sur tout ce qui est self-care. Et voilà, c'était juste une observation sur ces chiffres et ce qui pouvait expliquer aujourd'hui le poids du service client dans ce sondage. Et pour vous, qu'est-ce qui peut être encore amélioré dans le service client? Parce que tu l'as évoqué, les choses se sont quand même beaucoup améliorées, on attend moins, on a des gens qui sont mieux formés. Mais qu'est-ce qui peut être encore amélioré? Avez-vous l'impression que le service client est parfait? Je pense que non. Béatrice a une idée sur la question. Alors, dans les attentes des clients, en tous les cas, sur le service client idéal, un petit peu peut-être fantasmé, mais ça commence, notamment dans les domaines des assurances, c'est tout ce qui est le prédictive. C'est-à-dire, au lieu que ce soit moi qui dois faire l'effort de contacter le service client, c'est le service client qui vient directement à moi ou la marque qui vient directement à moi et qui finalement anticipe sur un souci d'usage ou un usage qui n'est pas fait à bon escient d'un produit ou d'un service ou qui est inopérant. Par exemple, une box qui s'est mise en backup spontanément et qui reste en backup, vous voyez, et en fait, je ne sais pas que je suis bridée sur mon débit, etc. Ça, c'est une vraie tendance et dans les clients qu'on peut accompagner, on sent qu'il y a un terrain à développer parce que ça reste quand même un effort de contacter un service client, même les mieux organisés, même les plus opérants, les plus efficients. C'est pas si simple que ça, surtout qu'en fonction du média donc que va choisir le client, ça peut être plus ou moins délicat. On parle du téléphone, bien sûr, entre nous, parce qu'on sait que c'est un peu le premium, le canal préféré, mais chez certains clients, par exemple, le canal email est une peine, c'est vraiment difficile. Et pour le client, vous imaginez, avec du temps d'attente, etc., pas de réponse, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer comme expérience. Donc c'est pour ça que le prédictif, je pense que c'est une tendance et que donc il y a encore des pistes d'amélioration pour devancer finalement demain le contact du client et lui éviter finalement de faire le moindre effort. Voilà. Ouais. Alors, vas-y, je t'en prie. Je pense aussi que sur les problématiques de livraison, très clairement, puisque il y a une expression aux États-Unis qui désigne cette nouvelle économie sous le terme de shipmageddon, pour expliquer à quel point on est sur un phénomène presque apocalyptique sur les flux de livraison et qui fait qu'aujourd'hui on voit bien il y a quand même beaucoup d'irritants qui se cristallisent sur les problématiques de livraison, de manque de transparence
transparence ou de fiabilité sur les process de livraison. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout un écosystème de start-up qui se développe, notamment autour de l'écosystème Amazon, pour justement créer de l'innovation autour des process de livraison du dernier kilomètre, qui est souvent l'enjeu critique sur ce type de métier. Alors, moi, je vais donner 3 exemples concrets de comment tu peux transformer une mauvaise expérience en bonne expérience au service client sans faire de chichi, sans faire de trucs très compliqués. Le premier, en fait, ça va être tout simplement le groupe Prévoir. Le groupe Prévoir, en fait, qui fait de l'assurance, assurance vie, assurance retraite, etc., etc. Donc, en fait, eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient des clients qui étaient qui étaient assurés lorsqu'ils étaient professionnels, ils passent à la retraite. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ont des clients qui leur font pas, qui font pas appel à eux, ils passent aux banques, ils passent à d'autres organismes une fois qu'ils sont en retraite pour placer leur argent. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transféré une partie des ressources des équipes sur la partie appel proactif pour appeler les gens 1 an, 2 ans avant leur passage en retraite pour leur dire voilà comment ça se passe, bientôt vous êtes en retraite, voilà vous êtes chez nous, vous avez un tel capital, regardez vous pouvez le placer dans telle manière. Et ils ont réussi comme ça à récupérer des clients qu'ils n'avaient plus et à leur donner du conseil et de la confiance pour ensuite leur récupérer donc la partie investissement retraite. Là, c'était donc des campagnes d'appel proactive qui permettent aux conseillers de créer de la valeur et d'améliorer entre guillemets l'expérience client pour vendre plus, toujours dans l'aspect business. Deuxième exemple, là, c'est la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui s'adresse à des fonctionnaires, des éboueurs, etc., etc. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils se sont rendus compte que c'est vrai que c'est bien que les personnes appellent au service client. Ils appellent souvent rarement dans le domaine des assurances que quand ils ont des problèmes. Et souvent, ils ont des situations un peu compliquées. Et en fait, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la relation client attentionnée. Qu'est-ce que c'est la relation client attentionnée? C'est un système que quand le conseiller a la personne au téléphone, elle ne va pas juste répondre à son problème. Elle va tout simplement dire, OK, voilà, j'ai vu votre problème. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait d'autres dispositifs chez nous, des options chez nous, ou des choses qui existent? Par exemple, quelqu'un est à l'hôpital, il dispose par exemple de frais de garde quand on a des jumeaux, on a le droit à ceci. Quand on est, par exemple, on a telle maladie, on a besoin de telle chose. Et ce programme de relations clients intentionnées qui était accompagné par tout un programme de diffusion, de formation de la culture client, leur a permis comme ça d'améliorer très, très fortement la satisfaction client et l'expérience client, et c'était diffusé, et c'est encore diffusion dans l'ensemble du groupe Vive. Troisième exemple dans le domaine de l'énergie. Donc en fait, là, c'est simple, les gens quand ils appellent leur fournisseur d'énergie, là aussi c'est quand ça va pas bien, et justement le fournisseur d'énergie a trouvé un excellent moyen hyper simple de pouvoir améliorer l'expérience client, donc travailler sur un client qui appelle, qui est pas content, et qui appelle parce qu'il a un problème, et en fait ils vont tout simplement juste au moment de la fin de la conversation, on va dire ok d'accord, on a vu ça tel point. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur tout ce qui est économie d'énergie? Et là en fait ils donnent 2-3 conseils pour économiser l'énergie et le taux de satisfaction post-appel a explosé. Rien que ça. Donc il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place et qui peuvent fortement améliorer l'expérience client au service client en mettant le conseiller au centre. Comme je disais, dans le domaine du service, où quand ça se passe mal, c'est là justement que le conseiller doit agir. Et quand tu disais que c'est toute l'entreprise qui doit agir, ça se fait en formant les clients, les conseillers, et en leur expliquant en quoi l'expérience client peut faire la différence. Chloé, tu veux compléter? Oui, non, juste, c'est tout à fait juste de mettre le conseiller au centre, c'est-à-dire qu'on lui redonne la possibilité d'avoir de la valeur ajoutée, d'avoir un apport utile pour le client, et donc ça lui redonne de la satisfaction dans son travail. Il n'est pas seulement une sorte de réceptacle de l'insatisfaction du client. En fait, on lui donne les moyens de reprendre la main et d'apporter quelque chose. Donc ça fait partie d'une politique RH, enfin d'une culture d'entreprise en fait, pour et donner aux conseillers les moyens de reprendre la main de cette façon-là. Une des plus grandes attentes des collaborateurs, il y a 3 grandes attentes dans les différents sondages, c'est d'être payé à sa juste mesure, d'avoir de la reconnaissance au sein de l'entreprise et aussi la satisfaction du travail bien fait. Il n'y a rien de pire en fait pour un collaborateur que de ne pas avoir les moyens de bien faire son travail. C'est une grande souffrance. Et là, redonner de cette façon-là aux conseillers une façon de leur dire voilà, vous êtes utile pour le client, vous leur apportez de la valeur ajoutée,
c'est très fort, aussi bien pour le client que pour le collaborateur. Florence, je vois ta question dans le chat et puis on va en parler vraiment la semaine prochaine avec le poids du marketing et l'importance du marketing dans l'expérience client. Encore une question sur le service client. On a pendant beaucoup d'années maintenant, c'est quand même digéré la dimension omnicanal, le fait que les clients n'aient pas que le téléphone pour contacter le service client, qu'ils utilisent les réseaux sociaux, que pour ça, il a dû falloir mettre en place des outils complexes omnicanal pour gérer les différents flux d'entrée. Vous en avez évoqué quelques-uns, Frédéric et Roland. Pour vous, c'est quoi l'avenir dans la façon, dans la manière dont les clients contactent ou vont contacter les services clients on a parlé de self-care aussi, mais si vous avez encore des éléments à ajouter là-dessus, ou toi, Valérie. Ah, on t'entend pas, Valérie. Tu as dû te couper ton micro. Ah oui, j'avais un problème de batterie. Vous m'entendez? Désolée. Ouais. J'ai dit je veux bien en parler, mais je voudrais bien laisser la parole à Béatrice parce qu'au sein du cabinet 37.5 a été menée une étude un peu prospective sur l'avenir du service client. Donc Béatrice, si tu peux nous en toucher 2 mots. En fait, il y a beaucoup d'études sur les tendances de l'expérience client et comment ça va évoluer. J'ai évoqué le prédictif, bon, qui fait un peu, mais qui est vraiment une attente très, très forte. Je pense que en matière d'expérience client et notamment sur la posture du service client, ce sont les hommes et les femmes avant les outils qui vont faire la différence. Je partage complètement votre point de vue sur cette partie, cette dimension RH, qui est hyper stratégique. Donner la responsabilité et l'autonomie en fait à ceux qui sont en charge d'accompagner la relation, de la transformer en moment qui crée de la valeur. Et pour ça, c'est tous les accompagnements que vous avez pu proposer. Et ces tendances sont tellement fortes que on se rend compte que ce n'est pas parce que, par exemple, un conseiller est hyper empathique que la satisfaction ou que l'expérience va être remarquable. C'est vraiment un ensemble de capacités à la fois à apporter, de s'adapter au cas et d'être en capacité d'utiliser les différents outils qui lui sont proposés, son savoir-être, son savoir-faire, qui va faire de ce moment clé un moment qui va créer une expérience remarquable. Donc, c'est pour ça que je rejoins complètement tout ce que vous avez décrit sur la partie RH, comme quoi c'est un élément fort, mais c'est aussi, et ça s'inscrit aussi dans une perspective où les outils, self-care, digitaux, bots, viennent en fait aider ou faciliter ou raccourcir en fait cet échange pour maximiser l'impact de ce moment clé. Alors, je voudrais juste ajouter, j'ai une petite anecdote, j'ai posté sur LinkedIn sur le sujet. J'ai eu l'occasion de déjeuner dans un hôtel qui a ouvert il y a 3 ans et de rencontrer la responsable hébergement. Et on a discuté expérience client et je trouve que ce qui est intéressant, elle me dit, moi je suis à la tête, je suis responsable de l'accueil, de la gouvernance des gouvernants d'hôtels. Et elle me dit, nous, pendant le confinement, on est une équipe de 20, on a profité du confinement pour travailler tous ensemble sur l'expérience client. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de toute une équipe, donc du réceptionniste jusqu'au runner d'ailleurs du restaurant, travailler sur l'expérience client. En quoi les hommes et les femmes sont importants. C'est une petite entreprise, ils n'ont pas des milliers d'outils et ils n'ont pas besoin d'outils je dirais, très sophistiqués à ce stade. Juste nouveau sondage que je vous partage qui encore une fois, alors il y a que 85 votants là-dessus, donc c'est toujours biaisé et ça doit pas faire religion, mais ce qui ressort en premier comme moment vérité principal dans la relation avec une marque, c'est l'appel au service client. Et pour moi, c'est très étonnant d'avoir cet appel qui passe devant l'utilisation du produit, parce que on pourrait s'attendre que l'utilisation du produit ou du service ou la qualité du produit ou service arrive en premier, mais non, c'est vraiment quand il y a un problème, quand on doit appeler le service client,
que se concentre le poids de la relation. Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Ou on a déjà abordé le sujet? C'est simple, c'est quand tu achètes un produit et que tu es satisfait, ben, tu as juste ce pourquoi tu as payé. C'est normal. C'est normal, c'est le service minimum. C'est quand tu es en dessous de ce que tu as payé, à ce moment-là, tu as une expérience client qui part d'un a priori négatif. Quand tu en as vraiment au-dessus, ben forcément, là, tu es content, mais quand tu as payé pour un service et tu l'as eu. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et par contre, quand tu es bloqué, tu veux avoir la solution et tu veux être dépanné le plus rapidement possible. Ça nous amène au dernier sondage, vu que le temps passe aussi. On a posé la question, quelle est l'émotion positive qui vous donne le plus envie de racheter les produits ou services d'une marque? Ce qui est sorti en premier, c'est la confiance, très loin devant. Et là-dessus, on a des retours d'études différents dans le livre qu'on évoque, qui placent l'enthousiasme et la joie comme les expériences qui réellement suscitent le plus d'achats, au-delà du fait de réponse, mais dans la réalité. Valérie, tu peux nous en toucher un mot et expliquer aussi pourquoi on a cet écart entre les études de Temkin et les résultats de notre petit sondage? Moi, ce que je pense par rapport à l'étude de Temkin, c'est que la confiance, alors Temkin ne place pas la confiance dans les émotions qui sont les plus vectrices de réachat, mais je pense que là, cette réponse nous montre bien que la confiance, c'est un peu un dû. Enfin, je veux dire, si on n'a pas confiance dans une marque, c'est quand même, y a un vrai problème. Donc, déjà, on va acheter et racheter dans une marque parce qu'on a quand même confiance dans ce qu'elle peut délivrer en termes de qualité. Et puis, l'aspect confiance encore plus important dans des produits qui sont, par exemple, autour de la santé ou de l'alimentation. Après, dans l'étude de Temkin, c'est l'enthousiasme et la reconnaissance qui drive le plus le réachat. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des émotions, j'allais dire, qui ont un taux vibratoire élevé et qui donnent du plaisir à l'achat, du sens à l'achat et qui incitent à renouveler cette expérience. Roland, tu n'as pas le micro. Excuse-moi, pardon. Oui, Valérie, en fait, ça fait aussi partie des quelques échanges qu'on a eus sur LinkedIn sur ce sondage, qui forcément appelle pas mal de commentaires. Je pense que la notion de confiance telle qu'elle a été posée dans ce sondage est à mettre en relation avec plus globalement une crise de la valeur confiance au sens sociétal du terme, qui a été une valeur cardinale, qui a été extrêmement éprouvée depuis maintenant bientôt 2 ans avec la crise sanitaire. Donc moi je pense peut-être que les répondants, et enfin c'est une hypothèse, ont été tentés de répondre à cette question au-delà de l'aspect j'ai confiance dans cette marque parce qu'elle est fiable, elle est reliable, les produits sont efficaces, mais vraiment sur une notion de valeur d'entreprise, de valeur RSE et de transparence, très clairement. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'aurais tendance à appréhender ce sondage. Mais voilà, encore une fois, c'est une hypothèse personnelle et on est là pour en discuter. Non, moi, je suis en phase avec toi. C'est ce que j'appelle le dû. C'est-à-dire pour moi, la transparence, l'intégrité sont des valeurs qui me semblent être un dû de l'entreprise dans la promesse de marque par rapport à sa relation avec le consommateur. Donc, c'est un peu le fondement de la relation. C'est aussi à mettre en parallèle avec la place du service client. En fait, le service client, c'est la voix, la plupart du temps, la voix donc de l'entreprise quand il se passe en effet quelque chose qui est inopérant dans le parcours client, dans le processus achat ou dans l'usage. Et donc, en fait, la capacité à dire et à porter les valeurs éthiques de l'entreprise jusqu'au bout, ça fait partie du parcours de formation des conseillers pour être sûr que l'entreprise est alignée sur la notion de confiance au sens large auquel vous faisiez référence. Ça, c'est un élément très important qui peut faire la différence parce qu'on a tous de très mauvaises expériences, malheureusement, notamment quand on est sursollicité par un certain nombre d'organismes et que quand on appelle, qu'on est soi-même en demande, on a besoin de retrouver, de se sentir en confiance avec l'interlocuteur et qu'il maîtrise ce qu'il dit. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est ce qui est et ce qui va se passer. Et ça, on le sent chez les clients qu'on accompagne de plus en plus. C'est un élément sur lequel
on aide les conseillers en fait à dire la vérité tout simplement. On n'est pas là pour cacher, on est là pour être vraiment transparent et aller dans le sens de la confiance. L'autre aspect, c'est la partie contractuelle sur laquelle il y a eu beaucoup de progrès. C'est vrai que ces contrats hyper complexes, ces grilles tarifaires où il y a tellement d'annexes qu'en fait vous ne trouvez jamais. Je parle par exemple des opérateurs télécoms, quelque chose que je connais plus particulièrement. Vous ne trouvez jamais le tarif en fait de la communication que vous êtes en train d'appeler. Bon, ça c'est des choses qu'il faut arrêter, pour lesquelles on essaye de faire comprendre aux marques l'image, la contre-performance en matière de confiance que ça peut envoyer. Donc, il y a tout un ensemble, vous avez raison, tout un écosystème et un environnement sociétal autour de la confiance. Mais ça se traduit aussi par la posture des conseillers au service client qui a son rôle à jouer dans cette confiance à établir sur la durée. Et je pense qu'on parle pas Roland, seulement... tu parlais du... Pardon, excuse-moi. Vas-y, Chloé. Oui, juste, j'ajoute qu'on ne parle pas seulement, me semble-t-il, de la confiance du client dans l'entreprise. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais on parle de la confiance de l'entreprise dans ses clients. Ça me paraît important d'avoir cette double notion. Moi, je travaille beaucoup avec des banques ou des assureurs. Et c'est une notion que développent les banques et les assurances. Nous avons confiance en vous, clients, parce qu'il y a tout un passé de méfiance réciproque. Et c'est donc toute une culture à développer. Et pas seulement ça, je pense, alors je travaille pas beaucoup, même pas du tout avec le retail, mais je pense aux politiques vous nous renvoyez un article sans justification nécessaire dans les 30 jours. Enfin, il y a quelque chose autour de la confiance réciproque. Il ne s'agit pas seulement d'aller dans un sens, mais c'est aussi dans l'autre. Confiance dans le client, me semble-t-il. Et ça apporte de la valeur. La symétrie de la confiance. Roland, assez simple. Ouais. Oui, dis-moi. Roland, tu évoquais dans ton commentaire LinkedIn le fait qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de Chief Trust Officer. Moi, je découvre cette fonction dans ton poste. À quoi elle correspond? Est-ce que c'est la même qu'un responsable de l'expérience client? Est-ce que dans la même entreprise, on peut avoir un Chief Trust Officer et un CXO? C'est quoi la place de ce type de poste? Alors, j'ai observé plusieurs configurations. On a des Chief Trust Officers qui va représenter une fonction éminemment transverse, qui va permettre justement, je regarde Chloé, de faire le lien entre les collaborateurs et les clients, puisque la confiance doit irriguer à la fois les clients, mais également elle doit être incarnée et délivrée auprès des collaborateurs, qui, à un moment ou à un autre, peuvent aussi être dans une posture de doute ou de défiance, vis-à-vis du management et des conditions de travail. Donc, le Chief Trust Officer va être le garant de cette confiance portée à l'ensemble des parties. Et après, on a des espèces de task force confiance qui vont être directement intégrées dans des directions d'expérience client, puisque aux États-Unis, qui sont alors peut-être un peu plus matures que nous, mais qui ont peut-être, des tropismes culturels légèrement différents, on voit que il y a déjà beaucoup plus de directions de l'expérience client en tant que telles, qui sont structurées, organisées en tant que telles, et qui ont donc rapatrié une autre composante qui est celle du trust, donc de la confiance. C'est le cas notamment chez Delta Airlines, qui a recruté un spécialiste, une cleanliness task force, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment en charge et garant des normes et des standards sur le nettoyage et la désinfection des avions. Donc ça a été vraiment au plus fort de la crise. Or, ce choix fait qu'il a été complètement intégré dans la direction de l'expérience client. Alors, est-ce que ce sera un phénomène durable ou pas? La question est posée, mais on voit quand même qu'il y a des très très grosses entreprises qui s'y mettent et qui ont décidé de repenser la matrice de l'expérience client avec la confiance comme vraiment le cœur nucléaire de cette matrice. Frédéric, tu voulais rajouter un dernier mot? On approche de la fin du webinaire. Ouais, sur la confiance. Je donnerai l'exemple de la Bread.
en fait, qui était parti d'un exemple pratique. En fait, de temps en temps, ils font venir et intervenir des clients finaux lors de leur réunion manager, etc., pour l'expérience client. Et un des points en fait qui était remonté, c'était en fait des clients qui venaient en agence et qui se plaignaient en disant voilà, j'ai des frais bancaires qui ont été indûment prélevés, c'est pas possible, etc. Ils arrivaient dans le guichetier disait non, bah désolé, là, je peux pas vous rembourser, mais attendez, c'est 20 balles, etc. Et donc ils ont changé en fait leur mentalité. Ils ont dit ok, pour tous les petits litiges de moins de 100 euros, vous pouvez en fait gérer vous-même les demandes et vous n'avez pas besoin en fait de demander au directeur de la caisse, machin et tout ça. Pareil pour l'UCPA. L'UCPA aussi accorde en fait chaque année une bourse entre guillemets qui est dépensable par les agents, et en fait c'est selon en fait leur jugement qui peuvent en fait accorder des remises là-dessus. Et c'est un double effet. Le premier effet, c'est que ça responsabilise le conseiller, ça lui redonne de la valeur, ça lui redonne de l'autonomie. Et l'autre côté, ça permet au conseiller de se sentir, au client final, de se sentir écouté, de voir qu'il y a quelqu'un au service client qui peut l'aider et que ça va pas être non, désolé, moi je peux rien faire du tout, etc. Donc cette partie de confiance, délégation est super importante, parce qu'autrement, si c'est trop centralisé et trop, on va dire, monolithique, et ben en fait forcément l'expérience client va être pourrie. Et puis on va bypasser, moi je voulais qu'on parle de ça, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, on va bypasser le service client. On le disait entre nous, Frédéric, au démarrage, le service client a dû faire face au fait qu'il était bypassé sur les réseaux sociaux, et maintenant il est bypassé sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, où on peut s'adresser directement aux dirigeants aussi, qui lui a la latitude de rembourser. C'est ce que moi, pour ma part, j'ai réussi à obtenir tout récemment dans une location auto, parce que les process du service client ne le permettaient pas. Donc l'exemple que tu viens de donner, en redonnant du pouvoir aux conseillers et de l'argent pour exercer ce pouvoir, je trouve que c'est une très bonne démarche, et ça évite d'avoir des dirigeants embêtés par des clients sur des réseaux sociaux professionnels. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les 5. La semaine prochaine, on va répondre à la question de Florence sur le marketing et pourquoi le marketing est seulement un 15%. On va aussi parler de communication et de vente dans l'expérience client, et en particulier, on va s'attarder sur tout ce qui peut déranger cette expérience client avec tous les héritants de la communication, du marketing et des ventes, au-delà de la capacité du marketing à participer à la mise en place et à la formalisation d'une bonne expérience client. Mais avant cela, je vous invite tous à faire un petit mot de conclusion. Je ne sais pas qui veut commencer ce petit mot. Chloé. Alors, petit mot de conclusion. Je pense que vraiment le sujet, on pourrait en parler pendant encore très longtemps. Donc, c'était très intéressant. Merci de m'avoir invité à participer. Et en conclusion, j'ai envie de revenir sur les collaborateurs en disant que pour l'expérience client, c'est fondamental d'écouter les clients. Et ça me semble fondamental aussi d'écouter les collaborateurs qui sont en contact direct avec les clients et qui peuvent faire remonter tellement de choses. Donc, je pense que c'est eux aussi qu'il faut écouter. Et évidemment, quand on les écoute, que ce soit suivi des faits, bien sûr. Sinon, bien sûr, c'est plus négatif qu'autre chose. Merci beaucoup, Chloé. Qui veut rajouter un petit mot? Roland? Écoute, avec plaisir. Non, déjà, merci pour l'invitation. J'ai apprécié la diversité, la richesse des échanges, des points de vue qui ont été exprimés. Je pense que ça a permis de remettre en évidence le rôle central du service client, la façon dont la profession se restructurait avec plus d'outils, plus de changements culturels, une prise de conscience. Donc tout ceci est quand même assez encourageant, et j'espère que tout ceci permettra d'améliorer l'expérience client pour l'ensemble des consommateurs, quel que soit le secteur d'activité concerné. Fred? Tout à fait. Comme tout le monde, le service client, il se professionnalise, de plus en plus d'outils, des SLA, des KPI. Donc en fait, on leur donne des outils plus efficaces, mais il faut pas oublier de mettre l'humain au centre quand ça se passe mal, parce qu'en fait, c'est eux qui peuvent faire la différence, l'effet waouh.
Béatrice? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Là, j'ai beaucoup apprécié. Je vous rejoins sur le fait que le service client, c'est vraiment le dernier rempart pour fidéliser, réparer la relation client quand il faut et la transformer en un vrai moment d'enchantement. Et au cœur, c'est l'humain, même si les outils, les process, bien sûr, y participent, c'est l'humain. Donc, ne pas oublier de leur laisser une part de voix systématiquement quand on réfléchit sur l'expérience client. Et à toi la conclusion, Valérie. Alors, moi aussi, je vais faire une conclusion sur l'humain. Je pense que c'est important. Quand on a écrit le livre, on en a parlé de justement quel était le poids de l'humain dans l'expérience client et dans le service client. Ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé de mettre en exergue, c'est le fait qu'un service client performance, un service client dont les représentants ont quand même la latitude, tout en respectant les normes de l'entreprise, mais la latitude de solutionner les problèmes du client. Et du coup, je rebondis sur une remarque qui a été faite par un des participants au séminaire, Romain, qui disait pourquoi ne pas réinternaliser, pourquoi ces centres offshore et pourquoi ne pas tout remettre en France? Et je pense qu'au-delà du offshore, pas offshore, c'est souvent que les centres de services clients en France, les agents ont souvent plus de latitude pour diverses raisons, alors que offshore, ils sont vraiment à respecter des processus dont ils ne peuvent ou ne savent sortir des cadres. Ouais. Justement, c'est intéressant, c'est le cas Ikera. C'est ça, ils ont plusieurs centres de contact à Tours, à l'île Maurice et tout ça. Et il y avait une image qui était très négative du centre de contact de l'île Maurice qui disait ils font n'importe quoi, ils ont la moins bonne satisfaction. Et ils se sont rendus compte de deux choses. La première chose, les missions qu'on leur donnait, c'était les plus difficiles. Et forcément, ils se prenaient des bâches. Et deuxième chose, ils n'étaient pas formés, pas bien équipés. Et maintenant, en fait, ils ont mis en place vraiment des actions et on se rend compte que finalement, le service de l'île Maurice, il est aussi performant que les autres. Mais il faut les aider et il faut pas leur donner des missions toutes prises. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Je vais finir ce webinaire. Il y a déjà des gens qui sont partis. La semaine prochaine, on continue en parlant de marketing, communication et vente. À très vite. Salut à tous. Bonne semaine, bon week-end. Au revoir.